C'est un bonheur de vous retrouver à nouveau sur les antennes de Business 24 Africa à votre matinale Business Matin. Bien le bonjour à vous et merci d'avoir choisi ce programme pour démarrer votre journée. Deux articulations composeront cette émission. La première nous permettra de faire incursion dans le monde des insolites et ce en rapport avec l'économie. On le fera donc avec notre consultant maison. Et ensuite nous parlerons stage. Et oui, nous allons ensemble étudier la question du stagiaire et ce avec notre consultant en droit des affaires et droit privé. Bien, je pense que ce programme vous sied. Et bien, si c'est le cas, restez bien avec nous. Nous allons ensemble déballer ce sommaire juste après ce qui suit. Annoncé à l'entame de cette émission, nous allons faire incursion dans cette première partie dans le monde des insolites et sur rapport avec l'économie. Pour ce faire, nous avons déjà sur ce plateau notre consultant qui intervient pour le compte de la rubrique Insolite Éco. Il ne s'agit que de Manasseh Kofi, permettez-moi cette expression. Bonjour. Bonjour, Colette. Comment on va? Je vais très bien. Et chez toi? Je vais très bien. Je pensais que ça ne viendrait pas. Heureusement, je l'ai bien rattrapé aujourd'hui. Et c'est le tutoiement qui est de mise aujourd'hui et pour les autres émissions. Oui. Ça fait quand même 3 numéros, on se connaît assez. Oui, vraiment, assez quand même. Hein. Très bien. Alors, comme je l'ai dit, avec toi, on parle insolite, économique, hein, si je puis le dire ainsi. Oui, eh bien, la première information est la suivante. Eh bien, il s'agit de la méconnaissance des ouvriers planteurs ivoiriens des produits dérivés du cacao. Comment ça se fait? Ils plantent le cacao, ils produisent le cacao, ils ne savent même pas à quoi ça sert. Et véritablement, cela constitue un contraste parce qu'on se rend bien compte que la plupart des producteurs, des ouvriers, selon un rapport qui a été fourni par le média néerlandais Metropolis TV, la plupart des ouvriers qui se trouvent dans ces petites régions à contrées lointaines qui produisent le cacao ne se rendent pas compte véritablement de la productivité du cacao qui permet de découler sur le chocolat. Et on se rend bien compte que cela peut avoir une répercussion sur on peut dire effectivement, ce que cela pourrait engendrer, puisque le fait de ne même pas savoir véritablement ce que le chocolat pourrait réellement être à la base, puisque on sait bien que le cacao qui après être réellement travaillé en industrie, fournit le chocolat. Le chocolat, et donc, entre autres choses. Hein. Et ça a été, voilà, donc c'est l'enquête de ce média néerlandais Metropolis TV qui s'est bien rendu compte que la plupart des ouvriers ne savent pas véritablement à quoi ça sert le cacao. Mais c'est terrible. Voilà. Ça fait peur. Ça fait peur. Mais pourquoi? Vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne sont pas informés de ce que le cacao donne après transformation? On pourrait dire que c'est un véritable paradoxe parce qu'on se rend bien compte que la plupart de des acteurs véritablement de la filière café-cacao devraient mener une politique qui devrait permettre quand même à ces ouvriers qui sont réellement dans ces régions lointaines et qui pour la plupart peut-être n'ont pas eu l'occasion de poursuivre ou d'avoir un haut niveau d'études, de savoir à quoi ça pourrait servir le cacao. Et le plus important pour eux, ce serait véritablement de vendre du cacao. Paradoxe, le fait qu'ils ne sachent pas que ça produit du chocolat. Ils ne savent même pas le goût du chocolat. Il y a même des vidéos qui montrent véritablement où des planteurs, ou des ouvriers dans ces plantations-là ont eu à goûter pour la première fois le chocolat. C'était quoi leur tête? J'ai envie de voir leur tête. Et les plus grands consommateurs, ce sont pas les producteurs. Les plus grands consommateurs ne sont pas les producteurs. Ah oui, si, je suis d'accord parce que si vous me demandez la fréquence à laquelle je consomme le chocolat, je vous dirais c'est peut-être une fois tous les 3 mois. Encore que je m'en sors plutôt bien parce qu'il y en a même qui n'ont jamais goûté au chocolat. Et les grands producteurs se trouvent en Afrique et en Amérique latine, comme la Côte d'Ivoire et le Ghana et ensuite. Donc vous vous rendez compte que ceux-là ne sont pas les plus grands consommateurs. Non, certainement. C'est bien vraiment la Oui, on a surtout écho du bon goût du chocolat suisse, mais du chocolat ivoirien, on n'en sait pas vraiment grand-chose. Voilà, on va faire un tour ailleurs. Hein, on va laisser un peu le chocolat au chocolatier. On va revenir donc à la progression des entreprises. Eh bien, vous allez nous dire donc dans votre information que la démission d'un dirigeant, donc d'une entreprise,
a des conséquences négatives sur les recettes que peut produire cette entreprise. Exactement, c'est ce qui ressort un peu de la part quand on essaie de fouiner un peu l'actualité, c'est que la démission d'un dirigeant peut affecter négativement le rendement d'une entreprise. Et l'illustration est relatée ici par Steve Jobs, qui est le fondateur de Apple, et qui, des suites de sa maladie en août 2011, a provoqué réellement une chute véritable de la production des actions de Apple, qui a eu en octobre de la même année, de 2011, près de 7% de chute après ces raisons d'émissions qui ont été causées par sa santé, qui étaient vraiment dégradantes. Et qui ont donc juste la santé. Alors imaginons donc sa mort qui a dû provoquer une chute libre, mais vous en riez, mais pourtant je suis vraiment sérieuse. Mais voilà, et c'est dommage, mais quand même il y a l'exception. C'est qu'on se rend bien compte qu'avec le fondateur, c'est-à-dire le PDG, j'aimerais dire le PDG de Microsoft, le PDG de Microsoft, Steve Ballmer, qui a annoncé sa démission en août 2013, et on a pu observer que la même année 2013, l'entreprise a pu observer une augmentation de son capital. Ce qui n'était pas beaucoup aimé. Voilà, après avoir annoncé sa démission. Donc il peut avoir des exceptions. Donc voilà. Mais c'est un petit peu méchant quand même. Oui, Comment le près de public peut faire ça? 7% de son capital a été augmenté. Et de surcroît, ce qui va vous surprendre, c'est que ce même Ballmer a été enrichi de 936 millions de dollars après avoir... je suis sûr qu'il s'est dit, j'aurais dû démissionner plus tôt. Voilà, donc après l'annonce de sa démission, il y a plutôt eu des répercussions positives. Donc vous voyez le contraste après ces deux illustrations. Non, c'est quoi? C'est l'exception qui confirme la règle en fait. Voilà. Mais c'est une très méchante exception. Exactement. Ça, c'est méchant quoi. Comment on peut lui faire ça? Bon, après, il s'en sort bien avec beaucoup de sous, donc c'est déjà pas mal. Et voilà, sa richesse quand même a augmenté. Parlons toujours de sous, de beaucoup d'argent déboursé. Il s'agit cette fois d'un Argentin qui s'octroie des effets d'Hitler à 600 000 € lors d'une vente aux enchères. Et c'est bien ce qui s'est passé à Munich en Allemagne, après vraiment la mise aux enchères des effets de Hitler. Hitler qui a marqué de son temps. Et voilà, donc tous ces effets ont été mis aux enchères. Et c'est un Argentin qui s'en est sorti avec plusieurs effets de 600 000 €. Oh, voilà. Pas mal. Pas mal pour celui qui vendait en fait. Voilà, et donc les effets qu'il aurait pu avoir, il y avait plusieurs effets bien sûr. Donc parmi les effets, il y avait un lot de vestes, dont la veste uniforme d'Adolf Hitler, voilà, l'une des vestes les plus en vue, en vogue dans le temps, et les plus connues, oui. Et donc vraiment, ça coûte quand même une petite modique fortune. Oui, c'est pas du tout une bagatelle. Voilà. C'est vraiment beaucoup d'argent. 600 000 € qui donnent autour de 300 millions de francs. Oui, ou plus. Ça donne. Ça avoisine carrément les 350 millions. Non, ça dépasse. Ça dépense. Ah là, bon d'accord. Chacun va prendre sa calculatrice là. Ça dépasse. Donc imaginez un peu, voilà, parce qu'on a déjà avec 600 € multiplié 600 000 € multiplié par 600 francs, c'est fort. Imaginez un peu ce que cela. Oui, donc ça, voilà. Effectivement. Donc en disant que c'est autour de 400 millions de francs, c'est bon. Vous avez bien appris votre table de multiplication. Ok. Mais nous sommes revenus au vouvoiement, mais c'est pas grave. En fait, l'habitude fait que nous continuons avec le vouvoiement ou le tutoiement. Bon, c'est comme vous voulez. Ou c'est comme tu veux. Alors, on va terminer avec cette information. Eh bien, bonne nouvelle pour les Français, bonne nouvelle pour les Européens aussi, parce que par ricochet, il y a des conséquences ici et là. Eh bien, 44% des Français témoignent qu'en raison des victoires des Bleus, ils augmentent leur productivité au travail. Ben dis donc. Voilà, et c'est pas du fait du hasard. L'Euro 2016 serait réellement à la base de ce rapport qui, selon délivré par Kia, qui est un sponsor officiel de l'Euro 2016 qui est en vogue en ce moment, les Européens, c'est-à-dire principalement les Français, jugent qu'une victoire des Bleus augmente véritablement leur productivité de près de 44%.
Voilà. Et ce qui pourrait avoir une répercussion sur la productivité du pays. Ça veut dire qu'ils sont accros au une foot, victoire des Bleus, voilà, selon ce sondage, une victoire des Bleus pourrait avoir des répercussions sur leur productivité au travail et qui a une répercussion sur le rendement. Donc voilà, on va dire, s'il vous plaît, les Bleus, gagnez, s'il vous plaît, que les Donc plus de victoires. Oui. Plus de productivité au travail, un rendement excellent. Voilà, mais ça veut de dire la joie, de l'enthousiasme que vraiment tous les travailleurs, les employés d'une entreprise pourraient avoir. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que les Bleus sont trop grands fanatiques de foot? Ou bien c'est parce qu'ils sont pays organisateurs? Les Français, oui, bien évidemment, parce qu'ils sont pays organisateurs, mais aussi, vous pourrez savoir aussi que ça fait quand même longtemps que la France n'a pas accueilli une telle compétition. Oui. Et voir que la France est en train de progresser dans cette compétition d'une certaine manière pourrait quand même encourager tous ces acteurs, ces employés, ces Français qui accueillent qui est quand même l'une des plus grandes compétitions au monde. Voilà. Est-ce que vous avez une idée de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire lorsque la Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique des Nations? Voilà. Est-ce que ça a amélioré la productivité des Ivoiriens, par exemple? Mais imagine si à la veille de match, vous avez pu suivre un match pendant toute une journée. Le lendemain, par exemple, vous reprenez le travail dans l'enthousiasme. De l'enthousiasme et surtout dans la distraction aussi. Parce que là, l'esprit est à la fête, quoi. Voilà. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, ça a dû produire l'effet contraire. Bon, je sais pas, c'est moi qui le dis assise ici. Mais les Ivoiriens eux-mêmes peuvent le témoigner. Donc, ils nous suivent à Abidjan, donc ils le savent très bien. Vous n'êtes pas Ivoirien, vous. Vous le savez, vous aussi. Bah écoutez, c'est ici qu'on va marquer un point final à cette rubrique. Oh, déjà? Bah déjà. Ok. Les bonnes choses ne durent jamais. Ça fait la deuxième fois que je vous le dis. Exactement. Eh bien, merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes Manasseh Kofi et finalement on se voit et vous êtes intervenu pour le compte de la rubrique Insolite Écho. Exactement. Merci beaucoup. Merci, et on vous raccompagne avec ceci. Ok. Dans la deuxième phase de cette émission, nous abordons la question du stagiaire et pour en parler, nous avons sur ce plateau notre consultant en matière de droit privé. Eh bien, il s'agit de monsieur Isaac Tagro qui est juriste et doctorant en droit privé. Bonjour à vous. Bonjour mademoiselle Colette Etché. Comment allez-vous? Très bien, et chez vous? Je vais très très bien. Et c'est vous qui marquez toujours un point d'honneur à dire mademoiselle avant Etché Colette. Bon, enfin, je ne vois pas pourquoi, mais bon, c'est pas méchant. Comme je l'ai dit tantôt, on parle avec vous du stagiaire tout de suite. Et maintenant, faisons un petit exercice de définition. Qu'est-ce qu'un stagiaire? Merci mademoiselle Colette. Alors, définissons le stagiaire tout simplement comme celui qui bénéficie ou qui est parti à une convention de stage. Ça va? D'où la question de savoir maintenant qu'est-ce qu'un stage. Effectivement. Voilà. Alors, nous avons deux sortes de stages. Suivant le Code du travail, en ces dispositions, dans les dispositions des articles 13.11 et 13.12. D'accord? Et suivant, bien sûr. Alors, le contrat de stage école doit être distingué du contrat de stage qualification, d'accord, ou formation professionnelle. Okay. D'accord. Selon l'article 13.11 qui définit le contrat de stage école, c'est une convention par laquelle un élève ou un étudiant s'engage en vue de la validation de son diplôme à recevoir ou à obtenir une formation professionnelle, une formation pratique. C'est ce qu'on appelle le stage école. Okay. Et nous avons le stage de qualification ou d'expérience professionnelle, qui est une convention par laquelle l'entreprise s'engage pour une durée déterminée à donner au stagiaire une formation pratique qui lui permettent d'acquérir une qualification ou une expérience professionnelle. Donc, pour reprendre un peu, on dira que il y a deux sortes de contrats. Le contrat de stage école et le contrat de stage de qualification ou d'expérience professionnelle. D'accord. Dans le contrat de stage école,
nous avons un élève ou un étudiant qui a fini une formation, qui a besoin de valider son diplôme. Ouais. Par exemple, un brevet de technicien supérieur, un BTS, il va faire un stage en entreprise de telle sorte à acquérir des données et à pouvoir produire un écrit. Un rapport de stage. Un rapport de stage, merci, un rapport de stage, d'accord, afin de mettre fin à sa formation. Et pendant ce stage, il reçoit une formation pratique. Très bien. Et en dehors de ce contrat de stage école, on a le contrat de qualification de stage, d'expérience professionnelle ou de qualification, où un individu va dans une entreprise en tant que stagiaire pour apprendre un métier, pour recevoir une formation professionnelle. Voilà. Très bien. Alors, quel est l'âge requis pour démarrer un stage? Alors, merci. La question est assez épineuse parce que vous avez des positions qui sont vraiment divergentes sur ce point-là, vous voyez. Parce que le Code du travail, parlant d'âge, nous dit que l'individu peut contracter un emploi, donc signer un contrat de travail à l'âge de 16 ans avec l'aide de son représentant légal. Et à 18 ans, il peut signer un contrat de travail seul. D'accord. On pourrait l'appuyer même avec les dispositions des articles de la loi sur la minorité de 1970 de la Côte d'Ivoire. D'accord. Et le contrat d'apprentissage, lui, on peut le signer à partir de 14 ans. D'accord, avec l'aide de son représentant légal. C'est-à-dire vous faites assister donc de votre père par exemple, ou de votre mère, ou de votre tuteur, et vous pouvez signer un contrat d'apprentissage. Alors une première partie de la doctrine estime que le contrat de stage est un contrat distinct du contrat d'apprentissage. D'accord, et donc il faudrait avoir l'âge minimum qui est de 16 ans pour contracter. Une autre partie de la doctrine estime que le contrat de stage est en fait un contrat d'apprentissage. Ça va, surtout lorsqu'il s'agit d'une expérience professionnelle. Et donc, à 14 ans, on pourrait effectuer un stage. D'accord. Mais la position de la jurisprudence actuelle, la position des juges, est que le contrat de stage peut être signé par un individu à l'âge de 16 ans, à condition qu'il soit accompagné de son représentant légal. Parce que ce sont des actes assez importants qu'on ne peut pas permettre à l'individu de faire seul. Voilà, sauf lorsqu'il a 18 ans. Ok, moi j'ai commencé un stage à l'âge de 17 ans. Est-ce que j'étais hors la loi en ce moment? Justement, puisque je viens de dire que... Et je l'ai commencé sans représentant légal. Hein. C'est ce que je voudrais mettre en évidence. Est-ce que j'étais hors la loi en ce moment? Bon, heureusement que pour vous, ce n'est pas constitutif d'une infraction pénale. Encore, je ne sais pas si l'action serait prescrite ou pas, mais je vais dire, à partir de 16 ans, assisté de votre représentant légal, vous pouvez faire un contrat d'apprentissage. Donc, si vous l'avez fait à 17 ans seul, normalement, il aurait dû y avoir plus de précautions à prendre, on va dire ça comme ça. Mais bon, c'est déjà fait, ne vous inquiétez pas, mais 17 ans sont bien passés il y a longtemps. Eh bien, quel est le rôle que doit jouer un stagiaire au sein d'une entreprise? Quelles sont ses missions premières lorsque un stagiaire entre dans une entreprise? Alors, merci. Alors, pour définir, à partir de la définition des contrats, si on veut les utiliser pour l'analyse, on dira simplement que le stagiaire s'engage à recevoir une formation. Alors, quand on prendra le stage école, on dira à partir de la définition de l'article 13.11 qu'il doit recevoir effectivement cette formation et puis utiliser le temps qui lui est donné, les ressources qui lui sont données à écrire le stage, le rapport de stage pour lequel il est présent dans l'entreprise. Également, en tant que stagiaire, il faut comprendre que ce dernier-là est soumis au règlement intérieur de l'entreprise. Donc, il doit naturellement respecter les employés, les collaborateurs, l'employeur, etc. etc. Voilà. Donc il n'y a que ça. Dans un premier temps. Oui, la bonne réception, on va dire ça comme ça, l'assimilation des connaissances qui lui seront données et la bonne utilisation de ces informations-là dans le cadre de la rédaction de ces travaux, s'il s'agit d'un stage école. Voilà. Quand vous parlez de respect aux autorités auxquelles il est soumis, cela me fait penser à ces cas où le stagiaire accomplit des missions parallèles, des missions parallèles à celles qu'il doit accomplir en temps réel quand il entre dans une entreprise. On lui demande par exemple d'aller faire un transfert d'unité, d'aller acheter de l'eau à la boutique, du café, etc. Alors quel est votre regard de juriste sur ce genre de situation et est-ce qu'on peut parler dans ce cas d'abus de droit?
Merci, merci pour la question. Alors, elle me fait sourire un peu parce que, vous voyez, les jeunes, parfois on nous reproche, nous autres juristes, d'être déconnectés de la réalité. Vous comprenez? Et je suis de l'avis de ceux qui pensent qu'on ne doit pas faire de démonstration de raisonnement beaucoup trop aérien. Vous comprenez? Parce que vous êtes stagiaire, vous êtes dans une entreprise, vous voulez apprendre un métier avec la perspective, n'est-ce pas, qu'on vous embauche un de ces 4 matins, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Et du coup, dès que vous arrivez, on vous demande de faire des photocopies, vous vous révoltez, vous estimez que compte tenu de votre niveau d'études, on ne doit pas vous demander de faire telle tâche, de faire telle autre tâche. Je pense que ça fait partie de l'apprentissage, au-delà même du droit, ça fait partie de l'apprentissage de la vie, d'avoir quand même un minimum d'humilité. Et tant que ça ne rentre pas dans le cadre de ce que nous avons vu la dernière fois, le harcèlement moral, d'accord, donc des pratiques dégradantes, il faut s'y plier, il faut s'y soumettre. Ça ressemble plus à du discipola qu'à un stage. Justement. Est-ce que le stage, on peut l'assimiler justement à du discipola? Oh, c'est clair que juridiquement, non. Juridiquement, vous êtes dans l'entreprise pour recevoir une formation professionnelle. D'accord? Mais ça n'empêche pas. Vous savez, nous avons un proverbe chez nous qui dit que la main qui donne est toujours au-dessus, voilà, reçoit. Donc voilà, quand la main est au-dessus, elle peut donner des instructions. Donc c'est des petites tâches quotidiennes qu'on peut vous confier en attendant qu'il fasse jour pour vous. Bien sûr, sans sortir du cadre quand même, sans aller atteindre des limites. Justement, il ne faudrait pas que cela soit constitué d'un harcèlement moral. Quand on demande par exemple à un stagiaire de faire des lacets ou de nettoyer des voitures de personnes qui nous sont insérées au service. Ou de négocier un rendez-vous avec une fille qui nous plaît, ça c'est, je veux dire, on sort du cadre quand même. Bon, d'accord, si vous le dites. Hein, voilà. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Dans tous les cas, dans le droit, le stagiaire, il est là pour apprendre un métier, pour acquérir une expérience professionnelle. Voilà, maintenant le reste, bon, c'est à sa convenance. Voilà. Très bien. Alors, quelles sont les dispositions prises par le droit du travail pour assurer une rémunération aux stagiaires? Du moins, est-ce que le droit du travail prévoit donc une rémunération aux stagiaires? Merci pour la question. Alors, je voudrais déjà dire que nous avons posé le cadre. Il y a 2 consorts de stage. Le stage école et le stage de formation professionnelle. D'accord. Dans tous les cas, il faut comprendre que le stagiaire n'est pas un salarié. Et ça, c'est vraiment important. Le stagiaire n'est pas un salarié. Autrement dit, le stagiaire n'a pas droit à un salaire. Très bien. Il n'a pas droit à un salaire. Parce qu'au contraire, c'est lui qui, dans l'entreprise, reçoit une formation. Donc, c'est lui qui devrait payer pour la formation? À la limite, on pourrait pousser le raisonnement jusque-là, mais en même temps, il rend des services. En tout cas, la loi, d'accord, chez nous, nous disons, voilà ce que la loi n'a pas dit, il ne faut pas la lui faire dire, d'accord, voilà, ok. Donc, le salarié n'a pas de salaire, mais l'article 13.17 du Code du travail dit que le stagiaire, dans le cas du stage école, a droit à une indemnité forfaitaire. Pardon, c'est plutôt dans le stage de formation professionnelle, il a droit à une indemnité forfaitaire. Et on dit que cette indemnité forfaitaire, selon cet article, est fixée par voie réglementaire. Vous comprenez? Voilà, ce qui veut dire qu'il revient à l'État de prendre un décret pour dire désormais voici l'indemnité forfaitaire à louer aux stagiaires. En Côte d'Ivoire, est-ce que ce décret a été pris? Oh, à ma connaissance, on l'attend toujours. On l'attend toujours. Donc, du coup, il revient, c'est laissé à la discrétion des chefs d'entreprise. Mais on a quand même des indicateurs, c'est-à-dire les primes de transport, le salaire minimum de la catégorie professionnelle ou le SMIC, voilà, qui peuvent saisir d'indices pour proposer aux stagiaires quelque chose de convenable. Mais l'employeur a l'obligation de payer une indemnité forfaitaire quand c'est un stage de formation professionnelle. Mais quand c'est un stage école, d'accord, la loi dit que, je crois que c'est l'article 13.12 qui dit que l'employeur peut allouer aux stagiaires une indemnité. Donc il n'est pas obligé de le faire. Voilà. Malheureusement, on a le sentiment qu'il est obligé de le faire et parfois on tire à boulet sur les employeurs quand bien sûr ne le font pas. Oui, mais pourtant la loi dit qu'ils peuvent, voilà, la loi dit qu'ils peuvent le faire, c'est-à-dire à la limite lui prévoir une indemnité de transport, d'accord. Laissez-moi vérifier l'article, c'est l'article
13.11 qui le dit exactement. D'accord. Voilà. On pourra vérifier où? Bien sûr. C'est pour ça que nous faisons l'effort de donner les articles pour que les employés puissent après prendre un code du travail et puis regarder. Voilà. Très bien. Alors, il y a des contrats voisins, tels les CDD, contrats à durée déterminée, ou les périodes d'essai, qui sont donc, j'ai envie de dire, ressemblants au stage, mais ce n'est pas le cas. Du moins, ce sont des choses à distinguer. Quelle est la distinction justement à faire entre les stages et ces contrats voisins? Justement, merci pour la question. Elle est vraiment pertinente parce que certains stagiaires n'assimilent pas véritablement, ou du moins ignorent la condition juridique dans laquelle ils sont. Oui. Comme je viens de le dire, quand vous êtes stagiaire, le Code du travail même dit dans son article 13.17 que le stagiaire n'est pas un salarié. Bien sûr, il a une priorité d'embauche, certainement qu'on va y arriver, mais il n'est pas un salarié. D'accord? Donc, il ne doit pas se regarder comme légal, on va le dire ainsi, par exemple, de celui qui bénéficie d'un contrat à durée déterminée. Parce que celui qui bénéficie d'un contrat à durée déterminée, c'est un employé, sauf que son contrat est assez précaire, c'est-à-dire que son contrat est limité dans le temps. Vous comprenez? Et celui qui bénéficie d'un engagement à l'essai, c'est un employé, sauf que son contrat est affecté de ce qu'on appelle une clause résolutoire. C'est-à-dire qu'après un certain moment, l'employeur peut dire votre travail, vos aptitudes professionnelles me sont saillantes ou alors elles ne le sont pas, je décide de mettre fin ou de proroger le contrat. Je pense qu'on va consacrer une émission à cela. Mais il faut comprendre que le stagiaire se distingue de ces différentes personnes parce que lui, c'est pas l'objet du contrat de stage. Le stagiaire cherche à apprendre un métier, apprendre une formation professionnelle. Ou alors quand c'est le cas d'un stage école, c'est juste pour pouvoir, n'est-ce pas, solder ou sanctionner sa formation par un diplôme. D'accord? Ce qui n'a rien à voir avec celui qui bénéficie d'un CDD, d'un contrat à durée déterminée, ou celui qui bénéficie d'un essai, qui sont des employés à part entière. Malheureusement, l'amalgame est fait souvent par les employeurs. Quand ces personnes qui viennent chercher du travail sont en période d'essai, on les qualifie de stagiaires. Du coup, la personne ne sait plus trop où se situer. Justement. Donc, finalement, la faute est souvent à mettre sur le compte des employeurs. Il y a des pratiques assez aberrantes, je dirais même assez choquantes. Des gens qu'on emploie à durée déterminée pendant 6 ans, c'est-à-dire lorsqu'on pense qu'on est en train d'atteindre la durée, le maximum légal pour que le contrat devienne un CDI, on met les gens en congé, après on les rappelle, vous voyez, c'est une forme de maltraitance. Je pense qu'on va parler de ça. Vraiment s'appesantir sur ce sujet une autre fois. Tout à l'heure, vous parliez de la non-obligation des employeurs à rémunérer les stagiaires qui se situent dans le cadre du stage école. Est-ce que les employeurs et du moins les entreprises sont obligées de recevoir en leur sein des stagiaires? Est-ce que c'est un droit pour le stagiaire d'exiger un stage dans une entreprise? Est-ce que l'entreprise, comme je l'ai dit tantôt, est obligée de recevoir un stagiaire en son sein? Oui, le Code du travail le dit clairement que l'entreprise doit recevoir des stagiaires. L'entreprise doit recevoir des stagiaires. C'est vrai qu'il est beaucoup plus précis lorsqu'il s'agit des contrats à durée déterminée, parce qu'il dit que le nombre de contrats à durée déterminée ne doit pas dépasser le tiers des effectifs de l'entreprise. Oui. Donc là, il est plus précis. Mais en ce qui concerne les stagiaires, on a laissé le soin à l'État de le faire par voie réglementaire, comme je l'ai dit tantôt. Mais le Code du travail dit que l'entreprise est tenue de recevoir des stagiaires. Autant qu'elle en veut. Voilà, bien sûr. Mais parfois, ça ressemble à une sorte d'exploitation. Lorsque l'entrepreneur, ou j'allais dire l'employeur, ne veut pas se saigner pour le salaire de ses employés, il recrute le maximum de stagiaires possible, et ces stagiaires-là s'abattent un boulot de fou, permettez-moi l'expression, et ils n'ont pas droit donc à un traitement salarial comme tout autre employé en contrat à durée déterminée ou en CDI. Mais je veux dire que dans une entreprise, il y a beaucoup d'institutions, beaucoup d'instances qui veillent quand même au respect des droits des employés et même des employeurs. Vous avez l'inspection du travail, vous voyez, vous avez au sein de l'entreprise même des délégués du personnel et tout, qui font que si théoriquement on pourrait penser que l'employeur a des possibilités de contourner la loi ou d'exploiter, etc. Mais dans les faits, il y a quand même des moyens de contrainte. On ne peut pas concevoir que dans une entreprise, par exemple, 95% des employés soient des stagiaires. Ça existe, malheureusement. Oui. Si, on va sortir un peu des termes théoriques du droit et on va vraiment s'aligner sur les faits. Et ça existe. Dans ce cas, il faudrait... C'est parce que je ne peux pas citer d'entreprise. Oui, d'accord. Dans ce cas, il faudrait quand même que les gens soient plus regardants. Et je pense que le travail se fait parce que j'ai quand même certains échos de contrôle de visite inopinée. Et puis, vous savez, l'employeur doit
déposer la liste de ses employés à l'inspection du travail. Donc, l'inspection du travail a quand même un droit de regard sur tout ce qui se fait au sein de l'entreprise. Très bien. Lorsque le contrat de stage n'est pas respecté, quel recours peut avoir le stagiaire au niveau des instances judiciaires? Alors, d'accord, je vais prendre la question sur plusieurs volets. Parlons d'abord de la formation du contrat de stage. Le contrat de stage, la loi nous dit que, le Code du travail nous dit que le contrat de stage doit être passé par écrit. Très bien. Il faut un écrit. D'accord. Maintenant, lorsqu'il n'y a pas... Malheureusement, je ne vous coupe pas la parole, on poursuit. Oui, maintenant, lorsqu'il n'y a pas d'écrit, la loi dit que le contrat de stage est requalifié en contrat à durée indéterminée. En contrat à durée indéterminée, vous voyez. Comme je dis souvent, on ne peut pas tout dire sur un plateau, mais moi, je suis un employé, je suis dans un stage. Le stage a été passé verbalement. Et puis l'employeur ne me fait pas passer d'écrit, mais je ne me presse pas à lui demander de faire un écrit. Non, je ne me presse même pas. Sous le risque de perdre le peu de place qu'on a eu, si je puis le dire ainsi. Non, mais c'est-à-dire que pendant qu'il n'y a pas d'écrit, en cas de litige, moi je suis un employé. Je ne suis pas un stagiaire, je suis un employé. Titulaire, j'allais le dire ainsi, d'un contrat à durée indéterminée. Effectivement. Oui, voilà. Mais bon, parfois aussi, il ne faut pas pousser les gens au litige parce que à cause d'un mois de salaire ou 2 semaines de salaire. Non, mais vous laissez les choses se faire jusqu'à ce que le problème se pose. Voilà, voilà. Et donc, au niveau de la formation, il faut un écrit. Mais s'il n'y a pas d'écrit, le contrat devient un contrat à durée indéterminée. Vous comprenez? Voilà. Et la deuxième chose, c'est au niveau même de l'exécution du contrat de stage. L'employé le stagiaire doit recevoir une formation. Et s'il ne reçoit pas cette formation-là, cela veut dire simplement que l'employeur, ne remplit pas les obligations à lui imposer par la loi, à lui imposer par le contrat. D'accord? Alors, il peut engager sa responsabilité. L'employeur pourra exercer les recours de droit commun, d'accord, contre l'employeur, pour pouvoir engager sa responsabilité contractuelle. Voilà. Pour dire qu'on doit me faire une formation professionnelle et jusqu'ici je ne vois rien venir, j'estime que l'employeur ne remplit pas sa part du contrat. Oui, parfois je ne fais qu'acheter de l'eau pour les autres, que faire des transferts d'unités, même si vous disiez tout à l'heure que ça fait partie de l'apprentissage et que ce n'est pas vraiment, une faute à décrier, mais finalement vous me rejoignez en ce sens. Oui, mais je veux dire qu'il ne faut pas se précipiter chez le juge, c'est-à-dire lorsque vous estimez que vous n'êtes pas assez formé ou informé, d'accord, dans le cadre du métier que vous devez apprendre au sein de l'entreprise. Vous avez des délégués du personnel, vous avez des représentants, vous avez même l'employeur, vous avez des instances sociales, vous les approchez, d'accord. Parlons plus d'instances sociales parce que parfois les entreprises ne sont pas réellement bien hiérarchisées, donc on se retrouve. Oui, mais le Code du travail nous dit que dans une entreprise, il doit quand même avoir des comités, des plateformes qui sont en fait des plateformes d'échange. On nous parlera du comité consultatif, on nous parlera des délégués, comme je disais tantôt, les délégués du personnel, les délégués syndicaux, même s'ils sont perçus comme plus bouillants. Donc voilà. Mais il y a toutes ces instances-là qu'on pourra toujours approcher. D'accord. Nous sommes en Afrique, il faut toujours privilégier le dialogue. D'accord. Le dialogue. Sans admettre ou sans accepter la compromission. Oui, d'accord. Et la voie judiciaire doit être l'ultime recours. Oui, voilà. Absolument. Voilà. Eh bien, je crois qu'avec vous, nous avons fait le tour de la question. Oui, vous le pensez aussi. Hein? C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à rajouter, mais comme vous l'avez dit, dans les prochains numéros, nous allons nous appesantir sur plusieurs points, toujours en rapport avec le contrat de stage. D'accord, mais peut-être ajouter tout de même une dernière chose, c'est que le stagiaire, lorsqu'il est reconnu apte au métier qu'il a appris, bénéficie pendant 6 mois d'une priorité d'embauche. Ça, c'est quand même important à savoir. C'est-à-dire que vous êtes stagiaire et que sur les fiches de notation, on a estimé que vous remplissez valablement les tâches qui vous ont été confiées. Pendant 6 mois, vous pouvez avoir les yeux sur ce poste, j'allais le dire ainsi. Et si vous estimez que si l'employeur estime qu'il doit recruter, vous avez une priorité d'embauche. D'accord. Voilà. Et ceci est défendable par la loi? Bien sûr, puisque c'est la loi qui le consacre. Ah oui, hein? Bon, voilà, on apprend des choses sur ce plateau. Comme vous l'avez dit, on va certainement revenir sur des points qui nous ont échappé aujourd'hui dans nos prochains numéros. C'est cela. Je crois que ce mot que vous venez de dire, il vous sert de mot de fin, ou bien vous voudriez encore vous adresser à nos téléspectateurs? Oh, j'ai envie de dire encore pour finir cette fois véritablement que le droit existe, c'est à nous de le faire vivre. Et donc disons aux employés, aux employeurs,
À vos droits, prêts, partez. Voilà. Oh, j'aime bien ça. Très bien, merci à vous, monsieur Isaac Tagro. Merci d'être venu brillamment nous informer sur la question du stage. Comme d'habitude, vous le faites si bien. Donc, merci. Bon, je sais que vous commencez à trop rougir ici. Je suis sûre que vous allez même m'éviter à cause de mes compliments qui n'en finissent pas. Merci à vous, monsieur Isaac Tagro. Vous êtes donc juriste et doctorant en droit privé. Merci, on se retrouvera très certainement à un prochain numéro. C'est un plaisir. Merci. Merci à vous aussi, très chers téléspectateurs. C'est avec plaisir qu'on vous retrouvera vous aussi sur les antennes de Business 24 Africa. Si bien entendu, vous décidez de nous faire confiance en nous appelant aux différents numéros qui s'affichent au bas de vos petits écrans pour la promotion de vos activités, de vos événements socioculturels, de vos prestations de services et j'en passe. Alors n'hésitez pas. Merci une fois de plus de nous avoir suivis. On se dit à très vite sur les antennes de Business 24 Africa. Bye bye.